Bonjour, nous recevons ce matin Erika Barège. Erika Barège, bonjour. Bonjour. Vous êtes dans les studios de freedom.fr. Je rappelle que vous êtes adjointe au maire de Saint-Denis depuis 2008, réélue sur la liste de Gilbert Annette en 2014. Vous êtes députée de La Réunion, élue en 2012, réélue en 2017. Vous avez été secrétaire d'État à l'égalité, nommée en février 2016 jusqu'en août 2016, puisque en août, vous avez été nommée ministre des Outre-mer. Vous êtes la première réunionnaise, enfin native de La Réunion, parce qu'il y a eu Margie Sud également, la native de La Réunion à être nommée ministre. Donc, on va parler politique, vous savez, on va parler d'autres sujets également. Et ma première question, elle est très politique. Est-ce que vous êtes toujours socialiste ou vous êtes macroniste? Parce qu'on s'y perd un peu. Non, je suis clairement socialiste puisque je suis dans le groupe PS et apparenté. Non, je ne suis pas apparentée, je suis PS. Je suis d'ailleurs porte-parole du groupe Parti Socialiste à l'Assemblée nationale, donc clairement dans l'opposition. Vous savez, sur les élections présidentielles, moi j'avais mon candidat qui était Benoît Hamon, puisque oui, c'est celui qui avait été sélectionné donc, au premier tour. Au deuxième tour, il y a eu ce vote républicain, qu'on avait déjà fait d'ailleurs pour Chirac. Oui, en 2002. Et donc, je l'ai fait, ce vote républicain, face à Marine Le Pen, non pas face au Rassemblement national, mais face au Front national. Est-ce que vous serez candidate au municipal? Mais je précise ma question, est-ce que vous serez tête de liste en 2020 au municipal à Saint-Denis? Il y a une chose qui est sûre, c'est que je serai sur la liste municipale. Ça, c'est une certitude. Le reste n'est pas aujourd'hui à l'ordre du jour que je sois tête de liste. Le maire Gilbert Annette et je l'entends moi sur le terrain, pas plus tard qu'hier soir, puisque j'étais à Camélia, j'entends des gens nous dire mais il a fait un bon travail sur 2 mandats, on voit la ville qui a changé, on a vu la préoccupation autour du développement humain, on a vu que les enfants étaient pris en charge, qu'on bâtit cette génération ambition, on a vu sortir le cœur vert familial, l'aquapark, la cité des arts. Le soutien au sport, on a 200 champions sur Saint-Denis, enfin voilà. Le programme périscolaire aussi. Ouais, le périscolaire, l'anglais à l'école qui est exceptionnel, on le fait qu'à La Réunion, enfin qu'à Saint-Denis qu'on fait ça. Je pense qu'on doit être la seule ville de France même à payer de notre poche cette affaire-là. On fait du yoga, on fait de la danse, on travaille sur l'identité réunionnaise, parce que le vrai sujet aujourd'hui, c'est de savoir quel projet nous voulons faire ensemble pour une ville, mais pas que pour une ville, pour La Réunion, mais pour faire ensemble les choses. Il faut savoir ce qu'on est. Et donc il y a le sujet de l'identité réunionnaise qui n'est absolument pas résolu aujourd'hui. Et c'est la génération ambition. Vous savez, Monsieur Montrouge, moi je crois, et ça a toujours été mon fil conducteur, même quand j'ai été ministre, et parce que j'ai été ministre, c'est de faire la démonstration à tous les Réunionnaises et tous les Réunionnais qu'on est capable, qu'on a la possibilité de faire, et que personne doit nous dire que ça n'est pas possible. Et on doit donner les moyens, on doit aller au bout de notre démarche pour aller arracher les mesures qui sont nécessaires pour construire nos filières économiques, notre sécurité alimentaire, notre possibilité d'aller exploiter durablement les TAF. Pourquoi est-ce que cette richesse de l'or blanc, qu'est la légine, pourquoi, moi, quand j'ai été ministre, j'ai ouvert cette exploitation durable pour des pêcheurs réunionnais? Alors, on peut dire oui, c'est pas les bons pêcheurs, etc. Peu importe, c'est pas mon sujet. Eh bien, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on referme la porte? Pourquoi est-ce que c'est des grandes compagnies bretonnes, des grandes compagnies qui exploitent à Saint-Pierre-et-Miquelon, vous voyez, par exemple. C'est un petit peu le même schéma pour les carrières, on va y revenir tout à l'heure. Oui. D'accord. Mais donc, ce que vous êtes en train de nous dire, puisqu'on parlait des municipales à Saint-Denis, avant même de parler liste, c'est le projet qui importe pour vous? Oui. Vous savez, les citoyens, hier, mais encore plus aujourd'hui, je pense que c'est ce qu'ils ont exprimé lors de ce grand mouvement de Gilets jaunes où il y avait toutes sortes de messages. Mais il y avait un message. Il y avait le message de la considération. C'était des citoyens qui, seuls, j'allais dire sans leadership syndical, politique, associatif, sont descendus
dans la rue. Et ces citoyens ont exprimé leurs besoins, leurs visions, leurs attentes, et elles étaient plus compliquées que certains veulent nous le faire croire. Beaucoup ont exprimé le devenir de la terre réunionnaise, comment on la protège. Les citoyens ont conscience de ça. Les citoyens ont aussi dit, mais comment est-ce que nous pouvons prendre notre place dans une société réunionnaise? Comment est-ce que la Réunion peut faire son ancrage océanique? Comment est-ce qu'elle peut travailler sa relation avec l'Afrique, avec l'Inde, avec la Chine, sans se faire écraser, mais en ayant sa place, toute sa place, mais que sa place aussi. Et après, manifester aussi pour plus de pouvoir d'achat. Oui, il y a tout ça, bien sûr. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait une vraie aspiration à un avenir, à un nouvel avenir. Tout ce qu'on nous a raconté, je ne dis pas que c'était mal, mais je dis que c'est derrière nous. Un changement Maintenant, de modèle il y a aussi. autre chose. Et ce autre chose, il faut le construire. D'accord. Une question qui va peut-être pas vous plaire, Madame la députée. Je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes adjointe au maire depuis 2008. On sait que Gilbert Annette est votre beau-père. Est-ce qu'on peut parler de mandat familial? Alors, Gilbert Annette, il ne peut pas être le beau-père de tout le monde, quand même. Parce que là, il n'est pas mon beau-père. Enfin, vous êtes sa belle... Oui, son ex-belle-fille. D'accord. Ok, son ex-belle-fille. Donc, je suis conseillère municipale, je ne suis plus adjointe depuis 2012, oui, puisque 2012, quand j'ai été députée, j'ai décidé de laisser tomber, sans que la loi m'oblige d'ailleurs, et de devenir conseillère municipale pour me concentrer. Est-ce que c'est parce qu'il y a ce lien familial que ça a favorisé votre place sur la liste? Oui, non, mais je vous pose cette question, c'est pas innocent, vous imaginez bien, c'est par rapport à une actualité, et on va en parler dans un instant. Oui, oui. Donc, non, je reviens, je ne veux pas échapper à la question. Donc, si vous permettez, je dirais 2-3 mots sur un peu mon périple, pour que les gens comprennent. Donc moi, je me suis engagée, j'ai fait une première campagne en 1986, c'était pour Wilfrid Bertil. Je voulais, en 86, j'étais encore au lycée, j'ai connu sur Députation, Députation de Wilfrid Bertil. Puis j'ai eu mon bac, et puis j'ai fait mes études, et j'ai fait un DESS de droit des affaires internationales entre la Sorbonne et l'île de la Réunion. Donc moi, j'ai bac plus 5, j'ai fait des études, quoi. Je veux dire, voilà, je suis diplômée. Oui, vous avez travaillé à la région, au département, j'ai travaillé à la région, voilà, mais sans être la belle-fille de quelqu'un. Voilà. J'ai passé mes concours, j'étais attachée. 2000 candidats, j'ai été sélectionnée, attachée principale. Et puis ensuite, comme Monique Orphée, Gérald Maillot, Gérard Françoise, Philippe Naillet, Jean-François Waro, etc., vous êtes engagés. Nous avons été sur une liste, nous avons gagné des élections. Bon, de liste. Et puis ensuite, j'ai gagné quand même 2 élections. La première en 2012 sur mon nom propre, et je suis sûre qu'en 2012, personne, et pas vous, vous mettiez un copec sur moi. En 2010-2011, j'ai battu et Victoria, maire députée, et j'ai battu la présidente du conseil général, Nassima Dindar. Alors, quand même, législative, quand même de bons scores, 55%. Bon. Ensuite, j'ai fait mon mandat de député où j'ai été rapporteur de 2 lois, transition énergétique et la loi Lurel. J'ai répondu à Morano, bref, j'ai fait mon job. Et j'ai été sélectionnée pour devenir secrétaire d'État et ministre de plein exercice. Donc je suis la première réunionnaise à être de plein exercice des Outre-mer. Et puis, je porte une loi, je porte même 2 lois, une sur égalité citoyenneté et une égalité réelle outre-mer. Et enfin, je me présente aux élections législatives alors que mon président, enfin le président qui était socialiste, ne se représente pas, donc c'était quand même un peu difficile. Et mon candidat fait 6%. 6%, Benoît Hamon. Benoît Hamon. Ouais. Donc vous voyez, j'étais quand même très mal partie. Et vous êtes en train de nous dire que malgré tout, vous avez été réélu en 2017. Eh bien, j'ai fait 66% au deuxième tour face au candidat de Didier Robert. Bon, il y a un moment où la légitimité, elle est assise. Donc je pense qu'aujourd'hui, ma légitimité, elle est assise. Je travaille plus de 10 heures par jour. Je n'arrive pas, y compris le week-end. Je me prends le dimanche après-midi. Et voilà, et c'est ça. Donc, mandat familial, c'est inapproprié, c'est injuste comme expression. Les gens, oui, c'est même pas vrai, puisque je ne suis pas la belle-fille de Gilbert Annette, qui n'est pas mariée avec ma mère. Et pour dire vrai,
toutes ces années, depuis 86, je vais chercher moi-même les résultats. Je construis ma légitimité. Pour éclairer les freedomiens qui nous regardent, Gilbert Annette a vécu un moment avec votre maman. Ah non, mais c'est pour cela qu'on dit que vous êtes la belle-fille de Gilbert Annette. D'accord, mais maintenant c'est fini. Voilà. Et puis le parcours dit la légitimité. Vous voyez, vous avez des enfants. Oui. Elles font des études, c'est des filles, je crois. Enfin, ma fille travaille déjà, les profs, oui. Voilà. Mais votre fille, elle fait sa vie. Elle n'est pas la fille d'Yves Montrouge dans son intimité, mais dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle, elle est Madame Untel. À part entière. Oui. Et chacun, nous sommes des individus à part entière qui construisons notre légitimité. En politique, vous ne pensez pas que ça peut donner un petit coup de pouce, un coup de main? Par exemple, on parle beaucoup en ce moment des emplois familiaux. Et vous savez qu'il y a une enquête préliminaire qui a été ouverte par le procureur de la République sur des emplois de cabinet. Bon, après, il y a 2 ou 3 emplois familiaux également. Là, je vous parle du rapport de la Chambre régionale des comptes, dont on connaît les conclusions, puisqu'elles ont été rendues publiques récemment. Elles ont été débattues en conseil municipal il y a à peu près une semaine. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette enquête préliminaire sur quelques emplois de cabinet? Non, moi, je vais pas... Enfin, le maire est venu et vous a dit son point de vue plusieurs fois. Oui, mais vous êtes élu de la mairie de Saint-Denis aussi. Mais je dirais. Donc, je pense que la Chambre fait son travail avec une lecture qui est la sienne. La Chambre régionale des comptes est là pour aller chercher l'absolu, rapprochement du moindre virgule, du moindre point d'interrogation, etc. Donc c'est son analyse. Elle n'est pas, c'est pas un magistrat. Après, il y a le travail que feront les magistrats si l'enquête préliminaire aboutit à quelque chose. Mais qu'il y ait une enquête préliminaire, tant mieux ou tant pis, mais en tout cas, il y aura un travail et on va dire, le droit, on va dire s'il y a ou pas nécessité d'aller plus loin dans les choses. Ce que je veux dire par contre aujourd'hui, c'est que j'espère que le travail judiciaire qui est fait pour Gilbert Annette sera de la même qualité que ce travail qui est ouvert, je le rappelle aux auditeurs, 4 fois pour la région Réunion. Une fois région Réunion sur la nouvelle route du littoral, quand même une grosse enquête. C'est une enquête menée par le PNF. Y compris au niveau européen. Et 3 fois, Didier Robert. Une fois sur des postes de cabinet, une fois sur les salaires perçus par le président de région, président de la SEM Muséo, et enfin sa déclaration autour de la transparence. C'est très important la transparence, hein. Vous recevez des indemnités, la loi oblige à une transparence et une déclaration auprès de la haute autorité. Et là il y a un sujet, donc il y a des sujets. Et j'espère que la qualité des enquêtes, de conclusions d'enquête et si procès il y a, que tout ça soit de la même qualité. Parce que les citoyens ne comprendraient pas, parce qu'ils attendent depuis longtemps des conclusions, en tout cas en ce qui concerne la région, ne comprendraient pas qu'il y ait des choses qui ne soient pas justes. Est-ce que c'est pas un petit peu la solution facile, ça, de dire oui, vous venez passer mes comptes en revue et vous relevez ceci, cela, etc. Mais pourquoi vous ne regardez pas à côté? Non, je pense que c'est une question de justice, je pense que c'est une question équitable, je pense que les magistrats de la Chambre doivent faire le même travail partout. Et j'espère qu'ils ont cette même opiniâtreté partout, puisque c'est leur fonction. Après, moi, alors c'est pas forcément sur les emplois dits familiaux, hein. On parle des emplois de cabinet, là, effectivement. Ouais. Mais il y a dans l'appréciation des juges de la Chambre, des magistrats de la Chambre, une déconnexion avec le territoire. Voyez, par exemple, l'embauche locale pourrait être considérée comme illégale. Ouais. Hein? Mais moi, je Mais milite c'est ce que pour Gilbert l'embauche Annette a locale. dit, par exemple, quand il a parlé de CDIsation, il avait dit que c'était passé par le contrôle de la légalité. Absolument. D'accord. Mais l'embauche locale est un combat politique, et c'est un combat politique juste. Quand vous avez 40% de gens qui sont au chômage chez les jeunes,
excusez-moi, mais je préfère être sur la limite, mais porter ce combat, parce que si ceux qui avaient porté le combat contre l'esclavage attendaient que ce soit légal, on y serait encore aujourd'hui. Heureusement qu'il y a des gens qui portent de belles causes. Et je pense que l'embauche locale, appréciée par les magistrats, pourrait être limite. Mais moi, je pense que c'est un bon combat. C'est un peu comme la gratuité des cantines scolaires. Absolument. Aujourd'hui, la gratuité est mal appréciée par la Chambre. Oui, mais quand les on politiques a disent que c'est une réponse sociale. quand on a 40% des enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté, on a au moins cette intelligence-là de faire... Vous savez, j'entends mes collègues en France hexagonale, il y a des députés qui me disent que dans les mairies, il y a certains gamins, ils restent à la porte de la cantine, mais il faut devenir sauvage pour faire ça. On n'est pas des sauvages, il y a une humanité quand même. Un gamin qui ne peut pas manger, et donc il ne peut pas réussir, donc finalement on l'exclut toujours de la réussite, donc on ne va pas le retrouver à l'ambition dans laquelle on veut qu'il soit ingénieur, on veut qu'il soit médecin, on veut qu'il prenne des responsabilités partout ailleurs, politique associative, mais pour ça il faut qu'il commence à avoir les conditions de sa réussite. Donc ce n'est pas un manger à la cantine qui va ruiner une collectivité, au contraire c'est un bon investissement pour la réussite de ses enfants. Et même si vous nous disiez tout à l'heure que vous n'êtes pas macroniste, même Emmanuel Macron l'a compris puisqu'il a instauré le petit déjeuner gratuit. Oui, bon, il a compris après. Ça fait 10 ans qu'on fait. Et puis, le petit déjeuner gratuit, nous, on a une vision beaucoup plus large parce que nous, c'est le manger qui est gratuit, c'est le plat. Et en plus de la gratuité, c'est la qualité. Légumes, équilibre alimentaire, parce qu'on est rongé par les AVC, les maladies cardiovasculaires, on est rongé par le diabète, donc il faut faire des actions bien en amont, à la cantine, les bons gestes, bien manger, pas trop de gras, mais manger son petit curry bien préparé. D'accord. Vous nous parliez il y a une minute à peine beaucoup de la région, des enquêtes préliminaires qui sont ouvertes concernant effectivement la collectivité régionale. Est-ce que vous êtes candidate à la région en 2020, vous serez candidate à la région en 2021? Je vous pose cette question, je vais vous dire pourquoi. Parce que vous êtes député de la première circonscription, donc c'est Saint-Denis, d'accord? Et je vous vois quasiment, souvent, sillonner l'île sur une manifestation dans le sud, une autre dans l'ouest, une autre dans l'est. Vous êtes partout. Vous avez une ambition régionale? Alors, c'est pour ça que je travaille plus de 10 heures par jour, c'est parce que je vais effectivement partout, parce que je suis députée élue par les gens de la première circonscription, mais députée de la Réunion et députée de la France. Donc, je pense qu'il faut avoir cette dimension-là dans sa vision. Et ensuite, parce que je suis sur un nouveau modèle, il ne faut pas que je fasse un modèle pour Saint-Denis, c'est un modèle pour la Réunion. Donc, quand je défends, par exemple, la filière agricole, l'élevage, il faut que j'aille à la plaine des Gaffes, il faut que j'aille à la plaine des Palmistes, il faut que j'aille voir les gens, il faut que je rencontre les gens. Donc, ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que j'ai une chance incroyable, c'est que les gens m'invitent. J'ai été invitée à l'université de la Réunion à Saint-Pierre pour la remise des diplômes de l'IUT. Il y avait 200 jeunes, j'allais dire enfants jeunes. Enfin, c'est magnifique. J'ai été invitée à Saint-André, CCAS et les associations sur les violences faites aux femmes. Bon, je suis invitée, alors est-ce que... À Bras-Panon aussi, dans le cadre de la coopération régionale. Donc je suis invitée parce que les gens, j'imagine, ont identifié que je suis sur des sujets que je fais avancer, tipa, mais un bout de quand même, des sujets, et tiens, évidemment, et ça va. Mais est-ce que vous préparez, ça peut être aussi un projet régional? Ah oui, ça peut être un projet régional. En tout cas, ça concerne la Réunion. Mais vous n'avez pas répondu à ma question. Ça vous parle? Vous y travaillez? Vous y pensez au régional de 2021? Non, je ne pense pas aux élections régionales. Mais j'ai toujours la préoccupation, et quand j'ai été ministre aussi, toujours la préoccupation d'essayer de créer, d'imaginer, d'inventer des solutions un peu globales. Parce que quand on travaille sur des petits nombres, sur des petites unités, on ne change pas un pays. Ou alors, il faut 20 ans. Tandis que si on veut changer la Réunion, on n'a que 10 ans devant nous. Parce que les scientifiques nous disent que
Au bout de 10 ans, on va basculer dans un autre système en termes écologiques et climatiques. Donc, si on veut changer la Réunion, il ne faut pas agir sur 165 000 habitants de la première circonscription. Il faut essayer d'agir sur 860 000 habitants. Et il faut travailler d'arrache-pied. Et il faut aller rencontrer les gens pour trouver. Alors oui, je suis toujours sur cette vision globale, en 2012 comme en 2019. D'accord. Basculement climatique, vous dites, basculement écologique, et là on arrive à un autre sujet. Vous avez tenu une conférence de presse lundi dernier, c'était sur les carrières, et vous vous dites interpellé, même inquiète par ce qui se passe, et notamment vous parliez d'une réunion qui s'est déroulée lundi après-midi à la préfecture. Vous ne le dites pas, mais vous pensez tellement fort que j'entends. On a l'impression, quand on vous entend, c'est comme s'il y avait une complicité entre l'État et la région pour accélérer l'autorisation d'exploitation de la carrière de bois blanc au profit d'un major. Vous dites major, d'une multinationale. Qu'est-ce qui se passe exactement? Vous pensez qu'il y a une urgence organisée par l'État pour... Peut-être pas de la part de l'État. Mais moi, je ne comprends pas. Vous construisez votre maison. Vos auditeurs, il y a des gens qui ont construit une maison. Quand on construit une maison, on fait le plan, on réfléchit, on va à la banque, on prend ses entreprises, etc. Quand on a le prêt là, à la banque, on a déjà les pierres sur le chantier qui attendent, et puis on monte notre maison. Pourquoi sur un chantier qui était le chantier régional, quand même, pour Didier Robert, en 2010. On parle de la NRL, la nouvelle route du littoral. Pourquoi une démarche si normale ne se fait pas sur un chantier majeur? Alors, on passe les marchés, on fait tout. On attribue. Et puis, on arrive devant la mer, on dit ah bah zut, on a oublié les pierres. Pas pour la partie viaduc, parce que ça c'est sûr. Mais, voilà. Mais au moins pour la digue, vous voulez dire. D'accord. Entre la Grande Chaloupe et la Possession. Et là, il manque des roches. Alors, vous faites 10 ans de travail sans vous rendre compte que vous n'avez pas prévu les pierres. Pendant ce temps, le prêt est fait. Et les intérêts courent. Qui ça paye les intérêts là? C'est nous. Donc, je me dis moi, aujourd'hui, qu'il y a une irresponsabilité politique majeure. Oui, vous avez parlé d'une faute politique majeure, vous avez parlé d'amateurisme du président. Mais tout le monde peut comprendre ça. Quand on fait un prêt à la banque, on sait qu'on va rembourser tout de suite. Donc, du coup, on fait vite pour que les choses soient bien faites et rapides, comme ça, on est dans les clous. Et bien là, sur quelque chose de majeur, à 2 milliards, et peut-être qu'on va finir à beaucoup plus, j'en sais rien. Bon, ça, c'est un problème. Mais on peut vous répondre en disant, enfin, quand je dis on, la réponse qui peut vous être apportée, c'est de dire, il y a des carrières, le problème, c'est qu'il y a eu des recours, et c'est ça qui... Oui, non, mais ce n'est pas les recours. S'il y avait eu en 2010 le vrai travail, qu'on avait commencé par exploiter, par exemple, la carrière de Dioré. Vous savez que Dioré, il y a quand même une réserve, ce qu'on appelle PIG, c'est-à-dire qu'administrativement, l'État dit cette carrière-là, elle est consacrée. Quand on va l'ouvrir, elle va être que pour la route du littoral. Et dedans, il y a les roches massives. Et on ne l'ouvre pas. Par contre, on va sur un autre terrain et on veut absolument, même quand à contourner la loi, on veut absolument ça. Soit c'est un caprice, soit l'État s'est trompé sur Dioré, c'était pas nécessaire de faire Dioré, mais on n'a jamais de réponse, on ne comprend pas. Mais pourquoi d'après vous, certains disent, ils disent que pour prendre les roches à Dioré, ceux qui ont eu le marché sur la digue, ils ne veulent pas acheter les roches avec ceux qui exploitent Dioré. Ce n'est pas les mêmes. C'est un groupement concurrent. Voilà. Et donc, ils veulent absolument cette carrière-là. Comme ça, ils exploitent pour eux, ils n'ont pas à payer, etc. Moi, je ne comprends pas ça. Et vous disiez également lors de cette conférence de presse, je me rappelle que selon vous, c'est comme si l'État était en train d'installer une situation de monopole. Moi, il y a deux choses. D'abord, il est incontestable qu'aujourd'hui, face à ces erreurs manifestes, cette faute politique, cette légèreté qui va endetter les impôts des Réunionnais, ça veut dire votre portefeuille, le mien et ceux de vos auditeurs,
demain, parce qu'il faudra rembourser ça, parce qu'il y a beaucoup de retard. Donc, face à ça, l'État, aujourd'hui, mais hier aussi, essaye d'accélérer le pas, quitte à être un peu aux limites de la loi. Ouais. Et donc on pousse, parce qu'on ne peut pas laisser un truc comme ça, ça fait mauvais genre. On va en Europe demander de l'argent, on n'arrive pas à finir. C'est vilain, c'est très vilain. Et puis dans le même temps, on donne à des gens, c'est les mêmes entreprises. Il y a beaucoup de mêmes entreprises qui exploitent des carrières. La carrière peut-être de bois blanc demain, d'autres carrières qui sont exploitées par des entreprises. Alors, ils m'ont écrit, vous savez, suite à la conférence de presse, certains m'ont écrit en disant que je ne comprenais pas bien les choses. Oui. Si. Moi, quand on commence à me dire je ne comprends pas bien, c'est bon signe. Ça veut dire que j'ai compris une affaire quand même. Et que certaines entreprises aujourd'hui, des petites entreprises qui avaient des carrières, qui avaient des autorisations d'exploiter certains lieux, se retrouvent de plus en plus exclus. Je dis pas qu'on exclut les bons, etc. Ce que je note, c'est qu'on est quand même dans un phénomène qui a plombé ce territoire pendant très très longtemps, sur lequel on se bat, tant pour l'exploitation des TAF, mais aussi sur les situations de monopole, etc., sur les carburants, sur la grande distribution. C'est les combats que je continue à mener avec les commissions d'enquête. C'est qu'il faut déverrouiller les gens qui veulent absolument avoir la main mise sur tout. Parce que ça, c'est notre matière première, ça, c'est la terre de la Réunion. On ne peut pas donner à chaque fois à des gens qui sont beaucoup plus forts l'exploitation exclusive. Parce que demain, s'ils décident de partir, ils nous lâcheront avec plus rien. Et sur 2500 km², on ne peut pas faire ça. C'est une vraie bagarre, ce n'est pas une bagarre où je prends la mitraillette pour mitrailler les gens. C'est que je dis, je comprends des choses. Si vous estimez que je ne comprends pas, venez me voir, expliquez-moi clairement. Et et je pousserai même plus les choses, j'invite tout cela à aller devant l'Observatoire des prix, des marges et des revenus. Maintenant, il y a 50 citoyens. Je les invite à venir expliquer aux 50 citoyens quelle situation ils ont économiquement, quelle carrière ils exploitent à La Réunion, comment ils exploitent, quels sont les autres exploitants qui n'ont plus d'autorisation à exploiter les carrières réunionnaises. On arrive quasiment à la fin. Erika Barret, ça passe très vite. Vous disiez 2500 km², dont une bonne partie occupée encore par des terres, mais également une bonne partie occupée par des terres canières. Est-ce que vous avez des nouvelles concernant l'aide compensatoire de 28 millions d'euros qu'avait promise Emmanuel Macron quand il était candidat en 2017 ici en campagne électorale, quand il était en campagne électorale et les agriculteurs sont très inquiets, les planteurs de canne, alors que la campagne sucrière a commencé il y a 4 jours. Est-ce que vous avez des nouvelles, vous, en tant que député? Alors nous, on est allé voir le ministère la semaine dernière, mercredi, on a vu le cabinet, on a eu des entretiens, on n'est pas ressorti très heureux. J'étais avec les professionnels, aujourd'hui ils sont à Bruxelles pour défendre aussi. On n'est pas très heureux parce que ces 38 millions-là, ça a été fait par sous François Hollande, avec François Hollande, validé par l'Europe avec une signature présidentielle. Cette signature présidentielle, elle ne vaut plus rien alors si Emmanuel Macron revient là-dessus. Ensuite, si on détruit la canne, c'est ce que j'ai dit au ministère, je ne comprends pas où vous voulez en venir. Vous détruisez la canne, vous n'aidez pas notre diversification. C'est 40 millions pour tous les Outre-mer. Aujourd'hui, il nous manque 2 millions pour la filière viande. Qu'est-ce que vous voulez de nous? Est-ce que vous voulez qu'on vive que d'importation? Nous sommes contre ça. Nous, ce que nous voulons, c'est la diversification, c'est la sécurité alimentaire. Et ça passe par le maintien des 38 millions de la canne. C'est jusqu'en 2021. De maintenant jusqu'à 2021, il faut réunir, c'est ce qu'on leur a demandé, réunissez toutes les filières, canne, élevage, diversification, pêche, etc. Mettons tout le monde autour de la table et construisons ensemble le plan sécurité alimentaire de la Réunion, mais avec l'argent qui va avec. Avec l'argent qui va avec. Et d'autant plus qu'il y a une autre menace là, depuis le 28 juin dernier, avec la signature de l'accord de libre-échange. C'est le Mercosur, d'accord? C'est la Commission européenne et les 4 pays d'Amérique latine, je crois, Brésil, Argentine, Paraguay et l'Uruguay. C'est quand même inquiétant. C'est très inquiétant. Nous, sur le CETA, c'est-à-dire l'accord avec le Canada, on votera contre. Hier, j'étais allée faire mes courses et j'ai acheté du bœuf. Et sur l'étiquette du bœuf, pays, bœuf pays, vous avez même le nom de l'éleveur. Vous avez la date de l'abattage.
plus de traçabilité de ça, il n'y a pas. Par Par contre, d'accord. réunion Oui, locale. Si demain on est sur l'arrivée à l'importation de tous ces produits-là, vous n'allez plus avoir Monsieur Paillette de Piton-Saint-Leu dessus. Hein. Vous ne saurez même pas d'où elle vient la viande. Et peut-être qu'elle a été bourrée aux hormones. Et nous, on va manger ça. Il faut absolument lutter contre ça. Ça n'est pas bon pour notre santé, ça n'est pas bon pour notre terre, ça n'est pas bon pour nos emplois. C'est pas bon pour la Réunion. Donc on va se battre. Mais pour ça, il nous faut nos filières. En une minute, madame, je vais dire madame la ministre, puisque vous avez été ministre de l'Outre-mer, ça a dû certainement changer quelque chose dans votre vie, mais est-ce que vous avez l'impression que ça a changé quelque chose dans la vie des Réunionnais? Oui, oui. Honnêtement, alors, en un an, vous ne transformez pas la vie. Je ne suis pas la fée clochette. Hein. C'est un an. C'est vrai que c'était de août 2016 à avril 2017. Oui, c'est un an. Ouais. Je vais dire deux choses. Première chose, c'est qu'il y a eu une incarnation de la fierté réunionnaise. Beaucoup me le disent, et beaucoup de jeunes et d'enfants. Et ça me touche beaucoup. La deuxième chose, c'est que j'ai porté une loi qui s'appelle Égalité réelle, mais votée à l'unanimité, y compris par LR au Sénat. Mais dedans, il y a des mesures où la technostructure ministérielle, celle qui m'explique que c'est jamais constitutionnel, je les ai battues. J'ai mis de l'exception dans la loi pour nous. Et ensuite, toutes les mesures aujourd'hui qui disparaissent, je les avais amplifiées, que ce soit sur la LBU pour le logement social, que ce soit les allocations accession, que ce soit les contrats aidés qu'on avait démultipliés, que ce soit les aides, on avait mis plus de 5 millions, près de 5 millions pour un grand projet d'accompagnement à l'autonomie des jeunes. Les centres d'intérêt moraux et matériels pour le retour de nos fonctionnaires, le FEBEC, c'est-à-dire un fonds pour accompagner les projets culturels sportifs, non pas qu'en France, mais dans les pays de la zone, on l'a aussi fait. Bref, on a fait la lutte contre les produits de dégagement. On est considéré comme l'Afrique, on n'est pas considéré comme la France. L'arrivée de la 4G, la défiscalisation des avions sur... Enfin bon bref, j'ai fait beaucoup de mesures. Les 14 millions d'euros qu'on a débloqués quand il y a eu la crise au CHU sur la santé. Voilà, on a eu un an, j'ai travaillé énormément. Je crois que j'ai été fidèle à mon pays, que j'ai voulu porter en tout cas très haut les drapeaux de la Réunion et démontrer en France hexagonale que l'exception à la République, c'était possible et qu'il fallait le faire. Merci beaucoup, madame Erika Barège, d'avoir été notre invitée. Merci beaucoup. Je vous retrouve jeudi prochain. Merci.